Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Je suis toujours et encore à Reims au troisième congrès international de Quantique Planète avec Patrick. Oui. Bonjour. Bonjour. Donc Patrick, vous avez écrit un livre Passeur d'âme. Oui. Donc quand je suis passée devant vous, je ne pouvais pas m'empêcher de vous interviewer, de vous demander une petite interview comme ça, rapide, d'une quinzaine de minutes pour nous présenter ce livre. Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire un tel livre ? C'est un parcours, c'est un cheminement personnel, en fait, où je suis passé d'un univers de la science à un univers lié à la conscience. Et pour passer de l'un à l'autre, en fait, j'ai eu, comme beaucoup ont eu dans la vie, à un moment donné, rencontré une difficulté. Bon, c'était une difficulté affective, et je me suis mis en mouvement, un mouvement personnel. Et puis, j'ai pu faire des corrélations petit à petit avec la physique que j'étudiais à l'époque au CEA. Commissariat énergie atomique, et des liens avec la physique de l'eau, avec la physique du stockage d'énergie dans les isolants. Et comme notre corps est un isolant, ça m'a tout de suite parlé. Et j'ai pu, à partir de ces corrélations, prendre un autre chemin. Un chemin qui m'amène petit à petit vers la conscience. Alors, comment s'est fait ce chemin ? Je me suis rendu compte qu'en fait, dans notre corps humain, qui est un isolant, on stocke des charges, on stocke des énergies qu'on prend des autres souvent. Comprend. Et ces énergies, on va avoir besoin à un moment donné, elles contiennent une clé, elles contiennent une information. Ces énergies vont se piéger dans un réservoir, dans notre corps, et puis ce réservoir va se remplir petit à petit, et il va y avoir une telle contrainte qui va s'exercer sur ce réservoir, un tel couvercle sur ce réservoir, qu'à un moment donné, eh bien, tout un chacun va être dans l'impossibilité d'aller soulever ce couvercle tout seul. Donc moi j'ai eu un besoin à un moment donné dans ma vie de trouver des gens qui m'ont aidé, qui m'ont initié un petit peu à aller faire cette quête intérieure finalement, pour soulever ce couvercle. Et ça correspondait bien à mes lois de physique qui me disaient que l'énergie qui est là et qui vient enfermer finalement l'être humain, crée une carapace, elle est des milliers à des milliards de fois supérieure à ce qu'il peut lui-même envisager l'être humain pour s'en sortir. C'est pour ça que dans notre société, on ne trouve pas forcément toujours dans nos amis de gens qui ont la force de s'extraire de leurs difficultés. Et j'ai compris ça et je me suis dit, voyons voir comment on peut faire maintenant pour aider à extraire ces charges. Pour aider à sortir ces gros cailloux qui sont sur le couvercle de la casserole que l'on a, dans lequel nous on a tous chacun quelque chose, et moi j'avais aussi ce quelque chose, et donc je me suis mis en chemin pour soulever finalement cette casserole et pour aller chercher ce qui est dedans. Et puis petit à petit, de fil en aiguille, je suis devenu initiateur. Et cet initiateur, c'est un passeur d'âme. Parce que sur le chemin, quand on enlève finalement les contraintes et les empreintes de ce monde extérieur, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un accès à un véritable bien-être, à la conscience, à l'âme, à une ouverture que j'imaginais même pas quand j'étais physicien, que j'imaginais même pas. Et beaucoup d'accès à la joie, à une simplicité aussi. Simplicité, la joie de l'enfant qui vient de naître en fait. Ce qui fait qu'il y a vraiment 2 temps dans cet acte libérateur. Le premier temps, ça va être de commencer par enlever ces carapaces. Et c'est ce que j'ai évoqué ici à Reims. C'est un champ électromagnétique, ce champ H3 d'Émile Pinel, ce champ qui va venir nous engoncer, composer des peurs des autres, des jugements des autres, et des modèles du monde de l'autre, qui complètement nous enferment. Donc sortir de ça pour retrouver cette authenticité en chacun. Voilà. Bonheur. Un vrai bonheur. Un vrai bonheur. Donc ce premier temps est un temps de travail corporel en fait, parce qu'il faut aller chercher les charges au physique. Et donc par la reliance à la conscience supérieure, en fait, ces énergies-là traversent mon corps et vont en terre quand je vais masser finalement mes amis. Donc c'est un type de massage particulier, parce que ça évidemment on n'apprend pas ça. Moi j'ai des amis qui sont dans les professions du massage, de l'ostéopathie, d'énergétique, on leur apprend pas ça. Donc de mettre véritablement ces carapaces électromagnétiques en terre, donc moi ça fait un peu de bruit quand ça part en terre dans mes pieds, mes amis le savent, et ils sont libérés de cette première partie. Donc premier temps du voyage, c'est celui-là. Deuxième temps du voyage, c'est un voyage en expansion de conscience. Et comme nous avons été formés avec mon épouse aussi à l'Institut Monroe, qui dans les voyages dans les plans de conscience, il y a déjà quand même pas mal d'années, c'est vrai qu'eux, ils ont bien cartographié ces plans de conscience, un côté rassurant, ce type de voyage. Donc j'ai finalement appris à voyager dans ces plans de conscience. Ça m'a permis d'aider d'autres à le faire.
Donc soit des personnes qui étaient en coma longue durée à revenir à la conscience, que je raconte dans mon deuxième ouvrage, Le fil de la vie, sur des personnes en coma longue durée, et s'ils ont envie de revenir, il s'agit de leur demander et de les contacter. Et je me suis rendu compte que la conscience n'était pas dans le corps, alors que c'est pas ce qu'on nous enseigne à la base. Dans la médecine, on nous dit, voilà, elle est dans le corps, la conscience. Encore que maintenant, en neurosciences, ça commence à changer. Ils ont la conscience qu'elle est en dehors du corps. Ou que le cerveau crée tout ça, en fait. Alors, le cerveau, là-dedans, il n'est pas vraiment dans la création, il va être dans un rôle de filtre, il va être dans un rôle de passage entre les deux, il va jouer une fonctionnalité, il est sur le chemin. Et en tout cas, il y a quelque chose qui est prééminent avant le cerveau. Déjà, dans notre corps, c'est notre thymus. C'est notre cœur à nous, là, notre cœur électromagnétique. Celui-là reçoit l'info avant le cerveau. Et ce qui se passe, c'est que le deuxième temps, c'est donc un temps de voyage. Un temps de voyage dans les plans de conscience pour aller reconnecter simplement l'autre partie de nous-mêmes. D'aller tisser un fil, puisqu'il ne s'agit que de ça, avec l'autre moitié de nous-mêmes. Ce fil de la vie, qui nous relie à l'âme. Et c'est là qu'en remontant petit à petit ce fil, moi-même, et après en aidant d'autres, j'ai pu aider dans les différents stades de la vie, que ce soit pour la naissance, le coma, trouver sens à sa vie, ou même au moment du passage ultime. Voilà. Parce que ces moments dans notre vie ont quelque chose en commun. Alors, l'âme et le corps sont pas forcément synchronisés, ou ils sont en phase d'être harmonisés. Comment vous décrivez ça ? Alors, je décris ça en fait comme un exercice de tir à l'arc. C'est-à-dire que chaque être humain vient en cette terre pour découvrir des enseignements. Et le premier temps de la vie, c'est un premier temps où on va justement piéger des charges intérieures, se couper de cette connexion à l'âme pour la retrouver. C'est un moteur, c'est créer un système de tir à l'arc. Il n'y a que quand on a bandé une flèche, que véritablement bander l'arc plutôt que la flèche est décochée et qu'elle peut atteindre sa cible. Donc moi, mon exercice, c'est simplement d'accompagner dans le décochage de la flèche. Et il y a deux temps. Ce temps corporel de massage spécifique, un massage intuitif, énergétique, libérateur, un véritable miel pour le corps. Et ce temps, ce deuxième temps, qui est un temps d'ouverture à une expansion de conscience, mais spécifique, celle-là, une expansion de conscience qui va nous relier à cette tradition ancienne de l'Égypte, de la barque solaire de Ré, c'est-à-dire qu'elle nous amène dans le soleil, là où sont toutes les âmes. L'expérience me montre ça, en tout cas. Je ne forcerai personne dans cette conviction-là. C'est ce que je décris dans Passeur d'âme. En ayant accompagné comme ça des milliers d'amis sur ce chemin, je me suis rendu compte que c'est à cet endroit-là que se trouvent nos âmes. Et on est connecté ensuite par ce fil de lumière, quelque part. On est connecté jusqu'au niveau de notre glande pinéale, en fait. C'est notre porte d'entrée, puisque Descartes lui-même disait que le siège de l'âme, c'est la glande pinéale. Qui se situe à l'intersection. Qui se situe au sommet de la tête, voilà, légèrement sur l'arrière. Et il y a un trajet fondamental qui a besoin d'être fait, qui est un trajet de neuroendocrinologie, qui part depuis nos glandes endocrines sexuelles, qui fait le tour en fait de toute la colonne vertébrale, qui remonte le long de la colonne vertébrale au niveau du cervelet, du quatrième ventricule, de la glande pinéale, du troisième ventricule et de la glande pituitaire. Ce trajet, c'est le trajet de l'Uræus égyptien. C'est le trajet du Cobra royal en Inde. C'est le trajet de Quetzalcoatl. On le trouve dans toutes les traditions. Il s'agit de le refaire, ce voyage-là. C'est le trajet en hébreu qu'on appelle le trajet de Yeshua, Jésus. Yeshua, parce que c'est le yod, le feu divin, dans ce vase sacré du bassin, Vav, avec ce double souffle de feu, ce souffle de l'Esprit Saint, dont je parle dans Passeur d'âme, qui amène cette vibration d'amour à descendre. Et quand on a cette expression de Yahvé, de ce yod et Vav et dans le bassin, avec en même temps l'ouverture du cœur du Passeur d'âme, la fonction de passage de cette barque solaire, on rajoute une lettre en hébreu qui est la barque solaire, qui est le dessin de la lettre Shin, qui quand elle a un petit point devant, c'est le soleil. Quand elle n'a pas le petit point, c'est qu'à un moment donné, on s'égare. Donc mon rôle, c'est de pouvoir amener les frères et sœurs à ne pas s'égarer, bien sûr, et à aller dans le soleil, pour aller connecter ce bout qui manque, ce fil. C'est marrant d'avoir toutes ces conversations et d'utiliser tous ces mots avec un physicien. Oui, physicien. Ça a dû vous... Physicien au départ, métaphysicien maintenant, puisque retrouver les causes
C'est ce qui m'a occupé entre-temps. Mais je dois dire que c'est simplement l'expérience qui m'a amené à changer de point de vue. Parce que, L'ouverture d'esprit aussi. oui, qui m'a amené à changer de point de vue. Et des constats expérimentaux, je suis un expérimentateur à la base. J'aime la cohérence, j'aime la convergence. Je remarque que quand c'est répétitif, que quand c'est quelque chose qui sont des constantes, bien, on peut les appeler sciences aussi. Évidemment, notre science dure ne suit pas ce raisonnement, je le sais bien. Ils ne me suivent plus et je les comprends. En même temps, je respecte ce qu'ils font. En même temps, j'ai choisi une autre voie et elle est adaptée, celle-là, aux frères et sœurs qui, dans notre société à l'heure actuelle, sentent qu'on est à l'heure d'un choix. C'est pour ça que le sous-titre, c'est « À l'heure d'un choix ». Parce que véritablement, la prise de conscience qui a été faite pour moi, c'est on est un tournant majeur. Et ce tournant majeur le passeront aisément ceux qui ont déjà appris à traverser la dépression, ceux qui ont déjà appris à mourir à une partie d'eux-mêmes, comme ça a été mon cas, du physicien ancien. J'ai appris à traverser finalement ces rives-là pour aller vers la joie de l'enfant, puisqu'en fait c'est donner un enfant qui vient de naître, tout ça. C'est pas compliqué, on n'est pas sur du compliqué, il y a juste une manière d'y aller. Cette manière d'aller repose sur le fait d'arriver un jour à enlever ces trois natures de carapace qui sont les plus fréquentes et que je décris dans Passeur d'âme, qui sont les peurs des autres, pas vos propres peurs. Chaque peur, nos propres peurs contiennent un enseignement. Par exemple, un enfant qui met la main sur une flamme de bougie, il se brûle. Le coup d'après, il a peur parce que, évidemment, la douleur d'avant est là pour lui rappeler qu'il y a une loi peut-être à découvrir pour se rapprocher de la flamme de bougie. Mais les peurs des autres, ça c'est encombrement, réellement encombrement. Deuxième aspect qui est, lui, complètement parasite aussi, c'est le jugement de l'autre. Heureusement que nous avons les enfants à l'école maternelle qui nous ont donné la clé. Les enfants à l'école maternelle disent « c'est celui qui dit qui est ». C'est celui qui dit qui est, vous connaissez ? Autrement dit, quand quelqu'un vous juge, qu'est-ce qui se passe ? Il a un doigt pointé vers vous. Et s'il a un doigt comme ça qui est pointé vers vous, il a aussi 3 doigts repliés vers lui. Je n'ai pas un contre-exemple. Depuis que j'accompagne des frères et sœurs dans ce domaine-là, où ils ne sont pas tombés dans une situation où dans le jugement qui leur a été mis, ça ne venait pas de l'autre. Autrement dit, la première chose qui est là, c'est de se rendre compte qu'au contraire, la personne qui est jugée est reconnue, mais sa lumière est fraîche, c'est tout. Sa lumière est fraîche. Et que cela soit dit aujourd'hui, ici, c'est un des obstacles majeurs. Combien de gens sont humiliés, jugés, laminés, alors qu'en fait, ils sont reconnus, mais ils ne le savent pas. Donc ils ont besoin de rendre à l'autre quelque chose. Alors, on leur rend la part lumière aux autres, on rend la part d'information. La charge lourde, évidemment, au bout d'un moment, il s'agit d'apprendre à la mettre en terre. C'est ça la véritable compassion. On peut parler de compassion que si y a un ancrage pour mettre ses charges en terre. Sinon, c'est pas louable. Le cœur peut être ouvert, on peut fonctionner, être comme une éponge, mais si l'éponge n'est pas essorée, au bout d'un moment, elle finit par être bien chargée. Et la troisième peur, c'est le modèle de monde de l'autre. Alors on le voit très nettement aujourd'hui dans notre société. On croule sur un monomodèle dans la société occidentale, et ce monomodèle, on voit bien qu'il est au bord du gouffre, les 2 pieds au bord du gouffre. Donc il s'agit de regarder qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour nos enfants, pour la société de demain. C'est pour ça que j'ai été candidat aux législatives sur un projet sur le bien-être durable et que j'ai fait mon 3e ouvrage qui s'appelle Objectif bien-être sur le bien-être durable. C'est que je ne me suis pas contenté d'un livre scientifique sur l'eau d'abord pour décrire ces lois de physique qui sont si importantes. Je ne me suis pas contenté d'accompagner dans des cas spécifiques comme la naissance, le coma, le passage ultime ou trouver sens à sa vie. Mais en même temps, j'ai regardé quel projet de civilisation on pouvait mettre en place pour nos enfants, pour demain. Et à partir de là, eh bien, des choix peuvent se poser. Alors là, j'ai une question par laquelle je vais finir, mais comment vous trouvez la pêche et le temps de faire tout ça ? Quel est votre secret ? La respiration. Je le décris dans Passeur d'âme, le souffle de l'Esprit Saint. Quand vous êtes connecté, il n'y a plus cette fatigue-là. Moi, je me lève tous les matins à 4 heures. J'étais un grand dormeur avant. Les profs à l'école me réveillaient à coups de craie en cours. C'était sur mon dossier médical.
C'était voilà, Je me ravie. Paf. ouais, comme si j'avais une maladie, la mouche tsetse, et je suis passé d'un bord à l'autre. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a aussi une hygiène de vie avec après. Il y a une hygiène de vie, mais déjà, il s'agit de toucher cette vitalité en nous. Et cette vitalité, je l'ai décrite ici à Reims en posant pour la première fois la structure de l'eau vivante, en décrivant ce que nos frères et sœurs, en voyageant dans l'infiniment petit, peuvent décrire quand ils voyagent dans les plans de conscience, cette structure de l'eau quand elle est vivante. Voilà, c'est ça le passage qui est le nôtre, retrouver cette vitalité en nous pour aller non pas vers la dégénérescence, puisque beaucoup d'êtres humains sont malades dans nos sociétés occidentales, on le sait, donc là on n'apprend rien. Mais il s'agit de trouver comment faire pour aller vers la vitalité, vers l'autonomie, pas la dépendance. Parce que tout ça arrive, on en parlait un petit peu avec Luc Baudin, mais ça arrive sur différents plans avant de se réaliser, avant que la maladie ou avant qu'il y ait des problèmes sur le plan physique. Ça arrive sur le plan spirituel, ça arrive sur le plan mental, ça arrive sur bien des plans avant d'arriver. Donc il y a moyen d'être au-delà de notre vibration, mais je suppose d'être à un certain taux vibratoire ou d'être dans une certaine résonance afin d'être protégé, de vivre pleinement, d'avoir la pêche, d'attirer des belles choses. Tout ça, c'est possible. Oui, là, le corps nous donne des signaux. Et ces signaux peuvent être par la maladie, peuvent être par un événement professionnel, familial, comme j'ai rencontré. Bon, après, c'est chacun choisit son seuil de douleur, cette mise en mouvement se fait. L'histoire montre qu'il y a quand même besoin, et moi j'en ai eu besoin, d'un initiateur qui va donner un petit coup de main, parce que ces charges dont j'ai parlé tout à l'heure, ces espèces de gros cailloux qui sont sur le couvercle de la casserole, on ne peut pas les soulever tout seul. Donc moi je sais qu'au début mon corps était blindé, d'une rigidité et tout ça, c'était phénoménal. Il a fallu que je soulève des gros couvercles. Bon, dans le nucléaire militaire, c'est normal. On a forcément quelque part des couvercles un peu plus gros. Vous avez fini par construire votre propre petite pyramide. Pyramide, je ne sais pas si c'est une structure qui me parlerait plus, mais comme je suis sensible à l'eau vivante, je préfère une structure qui est le dodécaèdre. Parce qu'en fait, le passeur d'âme, c'est déjà quelque chose qui a été créé il y a 25 siècles, c'était l'école pythagoricienne. Voilà, donc aujourd'hui, moi, se remet à niveau ou au goût du jour quelque chose qui s'est perdu dans les sables du temps, qui est en fait la remise en route de l'école pythagoricienne. Passeur d'âme, l'heure d'un choix, mes délicieux co-créateurs.